Game Center. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux jeux d'arcade. Sous quelle forme cela se présente, quels sont les différents supports, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Que ce soit dans une borne générique ou dédiée, tout le hardware est concentré dans le jeu que l'on branche à l'intérieur. Les jeux arcade se présentaient à l'origine sous forme de circuits imprimés de grande taille, parfois sur plusieurs étages. C'est pourquoi on les appelle PCB, Printed Circuit Board. Étant destinés à des professionnels, les PCB ne disposent d'aucune coque ou autre protection. Elles demandent donc un soin très particulier lors de la manipulation. Par exemple, les soudures des composants dépassent du dessous de la carte sous forme de petits picots, ce qui peut entraîner des faux contacts dans les bornes à l'intérieur métallique. Afin d'éviter tout risque pour les PCB, on les emballe soigneusement dans du papier bulle. Précisons au passage que la grande taille d'une carte n'est pas forcément synonyme de puissance. Tout dépend de l'architecture et des composants. Afin de simplifier le roulement des jeux et de baisser les coûts de production, des systèmes à carte mère ont fait leur apparition. Le hardware étant cette fois-ci bien distinct des jeux, il suffit d'acheter une carte mère et de changer de jeu comme sur une console de salon. Data East est le premier à tenter l'aventure avec son Deco Cassette System en 1980. Les jeux étaient alors livrés sur de simples cassettes audio, couplées à un dongle de sécurité. Par la suite, d'autres supports ont vu le jour. On retiendra le laserdisc utilisé sur des jeux comme Dragon Slayer et Spaces, la mémoire à bulles magnétique, malheureusement trop fragile, qui a notamment fait tourner le célèbre Gradius de Konami, les cartouches, qui sont tout simplement des PCB dans une coque, comme par exemple les MVS de SNK, les disques durs, utilisés pour la première fois sur le jeu Killer Instinct, les CD, qu'on trouve sur le CPS-3 avec des jeux comme Street Fighter 3, et enfin, les DVD pour le système 256 de Namco, par exemple. Et sur le même principe, il existait même certaines PCB sur lesquelles on pouvait changer les EPROM pour changer de jeu. Les EPROM sont des composants de mémoire qui contiennent les informations du jeu, programme, son, graphisme. Plus besoin de racheter une carte complète pour changer de jeu, mais en revanche, changer les EPROM une par une est un peu fastidieux. Mais les éditeurs ont rapidement été confrontés à un autre problème de taille, le piratage. En effet, des sociétés peu scrupuleuses réalisaient des copies plus ou moins fidèles des jeux d'arcade pour les vendre à petit prix aux exploitants, européens le plus souvent, qui se moquaient bien de l'origine des jeux. Ces copies illégales, communément appelées bootleg, étaient souvent de piètre qualité. Les jeux présentaient parfois des bugs et les cartes étaient souvent moins bien construites et donc plus fragiles. Mais surtout, cela représentait un manque à gagner certain pour les éditeurs de jeux. Ils ont donc commencé à protéger leurs jeux avec des systèmes de cryptage de données, de dongles de sécurité, ou bien même en grattant les composants pour effacer les références matérielles sur les PCB. Le CPS-2 et son système de piles suicides est un exemple de jeu dont la protection a tenu longtemps. Les clés de cryptage se trouvaient dans la RAM maintenue en vie par une pile, rendant leur accès et donc le piratage quasi impossible. Le revers de la médaille, c'est que cette pile n'a pas une durée de vie infinie et doit être changée régulièrement si l'on ne veut pas que le jeu meure. C'est la raison pour laquelle on parle de piles suicides. Capcom n'est pas le seul à avoir eu recours aux piles suicides, d'autres sociétés, comme Sega par exemple, en ont également utilisé. Mais l'évolution de ces systèmes ne s'arrête pas là. On est passé des hardware dédiés à l'arcade à des systèmes basés sur une console de salon en particulier et boostés pour l'occasion. Par exemple, le Namco System 11 est en réalité une PlayStation 1, la Naomi une Dreamcast et le Namco System 357 une PlayStation 3. Certains éditeurs poussent même le vice plus loin en mettant tout simplement un PC dans la borne. Konami a franchi le pas dès 2003 avec son Bimini PC Type. Ces pratiques permettent notamment de minimiser les coûts de développement et de faciliter les portages consoles. Pour rassurer ceux qui veulent se lancer dans l'arcade, ne soyez surtout pas freinés par cette histoire de piles suicides. En effet, ça peut être un petit peu inquiétant de se dire que son jeu peut mourir à tout moment. Maintenant, avec un tout petit peu de technique et de connaissances, on peut changer les piles soi-même. D'ailleurs, nous allons essayer dans un prochain numéro de Game Center de vous faire un petit tutoriel là-dessus. À propos de ces piles suicides, je me permets quand même de vous présenter donc le jeu de Donpachi Daiojo Black Label, qui quand même est un des très rares jeux à piles suicides avec une pile rechargeable, qui donc se recharge pendant qu'on joue. C'est un fait assez rare quand même pour être signalé. Voilà, l'arcade c'est ça, c'est des soudures, c'est des piles suicides, des PCB, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi des posters, des marquis, et c'est pourquoi nous allons voir tout de suite les emballages, le packaging des jeux arcade. Lorsqu'un Game Center achète un jeu neuf à un éditeur, il obtient ce que l'on appelle un full kit, c'est-à-dire le jeu avec son emballage complet.
Un full kit est généralement composé d'une boîte en carton très sobre, avec à l'intérieur la PCB du jeu, ainsi que tous les outils de promotion que l'acheteur va pouvoir utiliser dans sa salle. On trouve généralement une instruction card ou marquis, un instruction sticker, un pop et un manuel. Le contenu des kits varie selon les jeux et il est courant de voir d'autres éléments, stickers supplémentaires, mini-posters ou encore mini-pop par exemple. Pour une plus grande visibilité, la plupart des jeux sont accompagnés d'un poster. Au Japon, la taille standard d'un poster arcade est B1, mais il existe aussi des posters B2 ainsi que A1. Des bannières en tissu sont également utilisées par certains éditeurs. Le problème, c'est que les gérants de salles d'arcade prenaient peu soin de tous ces objets, et il est désormais très difficile, voire impossible, de reconstituer un full kit sorti avant les années 2000. Il n'est donc pas rare de voir des prix astronomiques pour un simple bout de papier ou carton. Les collectionneurs arcade sont aussi très friands des flyers publicitaires. Il s'agit de feuilles A4 distribuées lors d'événements tels que l'AM Show ou l'AOU pour la promotion des jeux. Voilà, tous ces marquis et autres flyers sont, comme vous l'imaginez, très importants pour tous les collectionneurs arcade. J'ai d'ailleurs un petit peu trouvé en fouillant dans mon bazar des marquis à l'époque que j'avais entièrement scannés et traduits pour que les gens puissent, lors des conventions, comprendre et savoir comment jouer. Malheureusement, personne ne les lisait, donc j'ai fini par arrêter. C'est bien dommage. Voilà, donc à propos des jeux, il faut savoir qu'on n'a pas parlé comme de la connectique, comment on connecte tout ça dans la borne, dont bien sûr le célèbre port JAMA. C'est ce que nous allons voir dans le prochain numéro. Salut!